Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui nous allons parler, on a eu deux périodes électorales en France. On a eu les législatives au mois de juin et puis on a eu les élections consulaires récemment au mois d'octobre. Alors pour un peu changer de sujet, mais en même temps vous allez voir que ce qu'on va aborder comme thème qui est lié donc au processus de vote et par Internet ou par correspondance. On va aussi parler de l'actualité américaine, telle que l'émission de Lux Media l'a fait pour sa soirée du midterm. Donc là, je reçois, mais je l'ai déjà reçu une fois, c'était lors de l'élection législative, Alain Walsh, qui est candidat du parti Reconquête, donc aux élections législatives du 4 et 18 juin 2022. Mais il est surtout délégué de la Fédération des Français de l'étranger pour le parti Reconquête. Alors, qu'est-ce que ça implique, monsieur Alain, comme responsabilité? Bonjour Eric, tout d'abord je vous remercie pour votre invitation. Je vais devenir un habitué de votre chaîne et je salue vos auditeurs. J'ai été nommé il y a environ 2 semaines par le comité exécutif de Reconquête et en particulier Nicolas Beck, qui est donc le vice-président en charge des fédérations. Donc j'ai été nommé délégué pour l'ensemble de la Fédération des Français de l'étranger. Donc, ça regroupe les 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Donc, c'est beaucoup de monde, puisque les Français de l'étranger, c'est quand même environ 2,5 millions de personnes, ce qui représente beaucoup de monde. Alors, bien sûr, tous ne sont pas Reconquête, on le voudrait bien, on le souhaiterait, mais on est aujourd'hui quand même le premier parti des Français de l'étranger, puisque on a environ pas loin de 10 000 adhérents et sympathisants sur les Français de l'étranger, dont environ d'ailleurs 1500 sur les États-Unis et le Canada. Alors, bon, cette mission, ce que ça implique, alors déjà, je dois dire que je remercie la confiance que m'apportent Nicolas Bay et Éric Zemmour et tout le comité exécutif pour mener à bien cette mission. Alors, c'est une mission à la fois de représentation du Parti Reconquête pour les Français de l'étranger. C'est à la fois aussi une mission d'animation, je veux dire, du parti Reconquête sur les circonscriptions des Français de l'étranger. Et pour ce faire, je suis en train de constituer avec moi un bureau qui va être environ d'une quinzaine de membres, dont chacun des responsables de circonscription qui existaient déjà, plus un bureau central où j'aurai à l'intérieur un responsable de la communication et des médias, un trésorier bien sûr, puisque vous savez que il faut de l'argent pour faire de la politique, hein, souvent, pour mener à bien certaines missions et certaines actions. J'aurai un responsable ou une d'ailleurs pour les actions militantes, un responsable également pour tout ce qui est pôle idées, parce on voudrait développer également non seulement les idées qui sont le cœur de Reconquête, mais aussi tout un tas de propositions et d'idées pour s'adresser directement aux Français de l'étranger et qui concernent plus particulièrement les Français de l'étranger. Alors, ça peut être l'éducation, ça peut être la sécurité sociale, ça peut être la retraite, ça peut être la relation avec l'administration française, qui est souvent pas très simple. Voilà, donc on va essayer d'améliorer tout ça. On va faire un certain nombre de propositions. Et puis j'aurai avec moi d'autres personnes, une personne pour le pôle élection. J'aurai un représentant également des jeunes avec Zemmour, donc des GZ, pour toute la Fédération des Français de l'étranger. Donc voilà, on va être à peu près une quinzaine de personnes, dont 7-8 personnes sur des fonctions plus centrales, c'est-à-dire qu'on recrée, je veux dire, une entité Reconquête pour les Français de l'étranger, de façon à pouvoir travailler, animer notre réseau d'adhérents et de sympathisants, et aussi élargir notre périmètre, parce que je pense que on a beaucoup de sujets sur lesquels on peut être entendu et qui font que des gens, même qui ne sont pas 100% d'accord avec les idées de Reconquête, puissent nous rejoindre à un certain moment, parce qu'ils comprendront que tout ce qu'on veut mener comme action vont dans le sens d'une amélioration de la condition des Français de l'étranger.
Alors, Voilà, donc c'est une mission importante. tout à fait, tout à fait. Vous avez bien fait. C'était le but de ma question, c'était justement de vous permettre de présenter l'importance de votre rôle et du développement de Reconquête en Amérique du Nord. J'aimerais quand même préciser que vous avez été président de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride de janvier 2018 à février 2020, ainsi que le vice-président national US de la Chambre de commerce franco-américaine. Vous avez été également administrateur de la Chambre de commerce France Internationale et vous êtes ingénieur en électronique de formation et vous êtes titulaire d'un exécutif MBA HEC Paris. Et vous dirigez une entreprise que vous avez créée aux États-Unis il y a 7 ans. Alors, c'est quoi cette entreprise? Vous pourriez présenter, parce que vous êtes un des seuls candidats crédibles, disons avec une expérience concrète de l'entrepreneuriat. Vous n'êtes donc pas un théoricien, mais enfin, ça ne vous empêche pas d'avoir une réflexion, une vision. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre entreprise et qu'est-ce qu'elle couvre comme genre de marché, quoi? Voilà. Alors oui, je suis en fait je me qualifie souvent comme un entrepreneur engagé, c'est-à-dire que ce soit au travers des associations ou que ce soit au travers des métiers que j'ai exercés ou des créations d'entreprises, je me suis toujours engagé pour défendre les produits français, l'implantation des entreprises françaises à l'étranger. Et en fait, j'ai créé il y a environ maintenant 7 ans avec un associé. Nous avons créé une entreprise spécialisée dans le mobilier de bureau avec 2 usines qui sont en France et nous importons du mobilier de bureau qui est fabriqué en France. Donc, et nous travaillons sur des projets uniques, principalement, je veux dire. Donc voilà, donc on a des architectes qui, à partir des doléances des clients, eh bien, nous établissent des projets et on travaille de cette façon-là avec des clients, je dirais, petits, moyens et grands, mais beaucoup de gros clients. Alors, pas seulement des filiales d'entreprises françaises, mais également des entreprises américaines. Et j'ai créé en parallèle avec mon épouse également une autre entreprise dans l'alimentaire. Voilà. Voilà, donc je suis toujours quelqu'un, alors même si je suis très engagé politiquement aujourd'hui, c'est vrai que j'essaie de rester les pieds sur terre parce que je pense que euh, le mieux pour s'adresser à nos compatriotes, c'est de comprendre les choses, de vivre les choses sur le terrain, que ce soit en termes d'implantation quand on est français et qu'on vient s'implanter aux États-Unis, au Québec ou en Asie, à Hong Kong ou bien ailleurs, et c'est de bien comprendre quelles sont les problématiques. Et je crois que l'avantage, c'est quand on les a vécues et qu'on les vit tous les jours, eh bien, au moins, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire que je prends toujours le cas quand j'entends les gens de gauche parler des banlieues parisiennes quand ils n'y ont jamais vécu et qu'ils habitent le 7e ou le 16e arrondissement. Ben, à mon avis, je ne sais pas comment ils font pour en parler. Je crois que quand on veut parler de quelque chose, le mieux, c'est quand même de le vivre, de le connaître ou de l'avoir vécu. Bon, c'est super, vous faites une belle transition, vous facilitez la vie là, mais on va parler de deux choses importantes parce que vous êtes aussi un réformateur des processus électoraux, en tout cas vous êtes une force de proposition et ça c'est digne d'un homme d'État. Pour moi, c'est une qualité. Je l'ai dit à Éric Duhem ou je l'ai dit à Maxime Bernier. Il y a des gens comme ça qui ont le sens des réformes, mais dans l'intérêt général. Et là, on va parler de 2 élections dans lesquelles on a constaté quand même des bavures et des problèmes sérieux que vous avez soulevés. On va parler d'abord des élections consulaires avec le slogan Vos libertés, votre France, octobre 2022 récemment. Et après, on va remonter un peu dans le temps, résultat de l'élection législative en juin 2022, parce qu'à partir de ces 2 expériences, vous avez pu faire une demande auprès des organismes d'État. Donc on va revenir un peu là-dessus. Mais ce que je voulais souligner, et ça je l'ai remarqué dans certains articles, c'est que à Montréal, il y a eu donc une annulation des élections consulaires. Et puis, vous êtes aussi en train de dénoncer des malversations récemment, il n'y a pas 2 jours, auprès de l'élection du député sur lequel on va revenir au niveau de la législation. Alors, j'ai relevé un article qui s'appelle Hulot et Macron en relais de force, parce que dans l'élection consulaire, récemment, là, au mois d'octobre, on a eu Virginie Baudet,
Écologie, urgence climatique et environnement avec les Françaises et les Français du Québec et des provinces atlantiques. Liste verte pour servir et défendre vos intérêts en accord avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc elle a utilisé Nicolas Hulot alors qu'il n'était pas du tout d'accord avec ça et qu'il n'était même pas au courant. Donc première malversation. Et le deuxième, ça a été Laurent Gonin, ensemble avec le président de la République et le Premier ministre pour une fiscalité équitable en supprimant le CSG, CRDS, une protection sociale de la CFE, accessible à tous et une simplification des démarches consulaires en ligne. Enfin, même rien que les titres de leur parti, là, c'est une vraie catastrophe. Mais là aussi, il s'est targué d'avoir le support de Macron, Emmanuel Macron, le président, alors que c'était faux. Donc ces deux raisons ont fait qu'il y a eu une autre élection organisée, donc l'élection consulaire du 22 octobre, pour la 4e circonscription, donc Montréal, Moncton, Halifax, au collège. Et c'était une liste tenue par Anne de Boyer d'Aiguille, qui a été déjà candidat pour la législation en 2014 et là qui soutient. Alors bon, c'est pas le sujet, mais enfin montrer déjà premier problème, réélection. Alors là. Et c'est là qu'on arrive à l'essentiel de votre démarche depuis quelques jours ou depuis quelques semaines. Bon, les résultats, juste pour souligner, c'est pas quand même ridicule, puisque pour l'élection consulaire, on va dire que Reconquête a atteint les 7%, donc est arrivé 6e position, mais c'est une première élection après celle de la législation. Alors, pour la législative, donc c'était au premier tour, Alain, vous arrivez donc 5e avec 2600 voix, ce qui n'est pas ridicule parce que Franck Bronville a fait 2699, Gérard Michon 5439 et c'est surtout Florence Roger et bien sûr Roland Lescure, qui est notre cœur d'intervention aujourd'hui, qui a fait donc Florence 16 993 et Roland 18 236. Mais comment, voilà, c'est ça le... Et vous allez voir que c'est très lié aussi à l'actualité de l'élection en Amérique, puisque lors de l'émission à Lux Media, Ken Pereira avait soulevé qu'il y avait près de 40 millions de votes par correspondance et que ça a donné lieu à beaucoup de malversations. Donc là, on parle en Amérique du Nord, donc pour l'élection législative du mois de juin, donc je parle de l'élection française pour les députés, il y avait 708 bureaux de vote ouverts sur 435 sites. Le taux de participation global pour ce premier tour est de 22,51%, ce qui est ridicule par rapport à la masse totale. Mais le vote à l'urne, ça représente que 5,10%. Le vote par Internet, 17,32%, près de 18%. Et vote par correspondance, 0,09. Donc on va dire que par rapport aux États-Unis, le vote par correspondance a été ridicule. Mais par contre, le vote par Internet a été assez fort par rapport à la masse. Et c'est là que vous êtes intervenu. Alors je vais vous laisser la parole parce que là, en fait, le vote par Internet a été déjà introduit une première fois en 2012. Et là, ça a été réintroduit pour le mois de juin. Et là, vous avez découvert quand même pas mal de ce que vous appelez des dysfonctionnements. Alors, juste pour faire un petit aparté sur les élections consulaires, c'est vrai qu'il y a toujours eu des listes, on va dire, entre guillemets, dissidentes, ça a toujours existé, sauf qu'après, quand ce sont des listes dissidentes qui se réclament d'une personnalité, alors que la personnalité n'a pas donné son aval, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, nous, sur les dernières consulaires à Montréal, je dirais que malheureusement, on était très proche d'avoir un élu, puisque ça s'est joué à 17 voix. Donc peut-être qu'on n'a pas suffisamment mobilisé nos électeurs. Mais ce que je veux dire, qu'à chaque élection, Reconquête progresse. Donc à un moment ou à un autre, on aura des élus. Alors en ce qui concerne les élections législatives qui ont eu lieu donc, au mois de juin 2022, ce qui s'est passé, c'est que les Français de l'étranger, donc en particulier dans la circonscription, donc la première circonscription Amérique du Nord, Canada-Québec, avaient le choix entre trois modes de vote: le vote à l'urne, classique, le vote par correspondance qui existe depuis très longtemps, et nouveauté, puisque comme vous l'avez souligné, ça n'avait eu lieu qu'en 2012, donc 10 ans après, le vote électronique, donc le vote par Internet. La seule problématique, c'est qu'une fois qu'on avait
optaient pour l'un ou l'autre des votes, c'était difficile de revenir en arrière parce que, en règle générale, bien souvent, c'est que les gens qui avaient opté pour le vote par correspondance avaient un délai pour s'inscrire, pour recevoir les éléments, pour voter par correspondance. Et les gens qui s'étaient inscrits pour voter par Internet, c'est parce que certainement ils ne pouvaient pas se déplacer ou parce qu'ils étaient, et on a des grandes circonscriptions éloignées d'un bureau de vote. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle on a eu très peu de votes par correspondance, c'est normal, environ 20% de votes à l'urne et on va dire 80, pour simplifier pour les auditeurs, 80% de votes par Internet. Mais ce qui se passe, c'est que le législateur, quand ils ont mis en place le vote par Internet, ils pensaient que le vote par Internet allait augmenter le taux de participation. Or, il n'en est rien. Le vote par Internet est un substitut, mais n'augmente pas le taux de participation. Donc, de toute façon, on a un problème de fond qu'il y a de moins en moins de citoyens qui viennent voter. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un détournement du politique et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra se pencher à un moment ou à un autre. Alors, en ce qui concerne le vote par Internet, nous, et le démarche de mon recours donc, que j'ai faite auprès de l'administration française et en particulier auprès du Conseil constitutionnel, qui est donc l'organisme qui régit les recours en matière de vote, j'ai fait ce recours non pas contre le vote par Internet, mais plutôt dans la façon dont s'est déroulé le vote par Internet. En fait, je crois qu'il y a deux choses importantes qu'il faut que vous sachiez. C'est que, il a été décidé de mettre en place le vote par Internet en 2012, donc voilà, pourquoi pas, moi je ne suis pas contre. Mais deux, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur qui gèrent le vote par Internet ont sous-traité à des sociétés extérieures le vote par Internet. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que le vote électronique, enfin ce vote par Internet, est sous-traité à des sociétés qui doivent le mettre en place, alors chapeauté par des équipes du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, excusez-moi, mais c'est une société extérieure, donc c'est une tierce société qui met en place toute l'organisation, toutes les procédures du vote par Internet. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tests, mais les tests, malheureusement, n'ont pas été suffisants. Et quand vous faites des tests à hauteur de quelques centaines, voire de 1000 électeurs, c'est pas la même chose quand vous passez à une phase complète de test avec, là, il s'agit plus de 1000, mais il s'agit plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de votants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà eu une erreur au départ dans les listes électorales, donc il manquait quelque chose, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce qui fait que il a été renvoyé des identifiants et des mots de passe une deuxième fois aux personnes qui avaient opté pour le vote électronique, pour le vote par Internet. Donc les gens ont reçu un deuxième mot de passe et un deuxième identifiant, donc ils n'ont pas compris. Et quand on connaît toutes les fraudes qui puissent exister sur Internet, il y a des personnes, des électeurs qui se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas une fraude? Est-ce que je dois quand même utiliser mes premiers identifiants et mots de passe? Donc ça a semé une confusion générale. On a reçu des emails, mais pas que Reconquête, on a reçu des emails ou des coups de téléphone d'électeurs qui disaient mais j'y comprends plus rien. Qu'est-ce que je dois utiliser, le premier, le deuxième, etc. Donc il y a des gens qui n'ont pas appelé, qui ont utilisé le premier parce qu'ils n'avaient pas confiance dans le deuxième et le premier ne passait plus. Enfin bon, voilà. Ensuite, ça, c'était le premier dysfonctionnement. Le deuxième dysfonctionnement, c'est que les plateformes téléphoniques qui étaient chargées d'envoyer des mots de passe par SMS, il y a des plateformes téléphoniques, quand elles ont vu le nombre de mots de passe qui arrivaient, les ont détectés comme des fraudes et donc ont bloqué les mots de passe, ce qui fait que les gens n'ont pas reçu leur mot de passe. Alors, ce qui s'est passé avec les mots de passe au SMS, c'est également passé avec les identifiants sur les adresses email. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs Internet comme Yahoo, AOL ou Hotmail et d'autres qui n'ont pas qui ont identifié l'envoi des identifiants comme des envois frauduleux
Et donc, ces plateformes ont bloqué les envois d'identifiants. Donc, ça a semé une panique générale. Alors, bien sûr, après, ça a été remis en place, etc., mais ça a pris du temps. Et il y a des gens qui ont essayé 2 fois, 3 fois, 4 fois, et qui, au bout du compte, ont abandonné tout simplement le fait de voter. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit, bah, écoutez, Alain, nous, voilà, j'habite New York, mais je suis en déplacement. J'avais prévu de voter par Internet. Je m'étais inscrit sur le vote par Internet. Donc, j'ai pas les moyens d'aller à l'urne. Donc, ben voilà, je ne pourrais pas voter. Ça fait 3 fois que je viens d'essayer. Ça ne fonctionne pas, etc., etc. Voilà. Donc, à chaque fois, ça a été rectifié par la société extérieure qui gérait ces processus, cette logistique Internet. Mais ça a semé la confusion, la panique, etc. Et puis, alors, est venu se rajouter quatrième dysfonctionnement, mais là qui était lié à l'opérateur français SFR qui avait en charge un envoi, etc. Enfin bon, quatrième dysfonctionnement, la plateforme de vote électronique a été bloquée inaccessible pendant plusieurs heures. Donc c'est comme si vous fermiez un bureau de vote électoral pendant plusieurs heures. C'est-à-dire que vous, Eric, vous arrivez au bureau de vote du consulat de Montréal, et puis vous trouvez le bureau fermé et vous ne savez pas pourquoi. Alors, quand c'est un bureau de vote physique, à la limite, vous pouvez avoir quelqu'un à l'accueil qui vous dit, eh ben, écoutez, monsieur, c'est fermé jusqu'à 16 heures, revenez à 16 heures. Mais là, il n'y avait aucune indication, il n'y avait rien. Alors, vous imaginez les gens qui ont vécu les 3 premiers dysfonctionnements, plus après, derrière, quand ils ont voulu essayer le quatrième dysfonctionnement, qui est une fermeture du bureau de vote électoral, il est clair que c'est considéré comme un non-respect du code électoral. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on demande, c'est que soient reconnus ces 4 dysfonctionnements, lesquels 4 dysfonctionnements ont été inscrits par le président du bureau de vote électronique dans le compte-rendu, dans le rapport du bureau de vote électronique. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, je vais basculer sur le vote par correspondance. Alors, le vote par correspondance, eh ben, c'est pas beaucoup mieux parce que vous savez que quand vous aviez opté pour le vote par correspondance, la même chose. Donc, vous receviez une enveloppe particulière avec une autre enveloppe à l'intérieur pour glisser le bulletin, etc., avec une enveloppe de renvoi au consulat coordinateur, puisqu'il y avait des consulats coordinateurs, pour envoyer ces enveloppes. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les enveloppes sont arrivées tardivement. Donc, quand les personnes ont voulu les renvoyer, eh bien, elles arrivaient dans les consulats coordinateurs après la date limite, donc ne pouvaient pas être prises en compte. Et deuxième élément, alors je crois au premier tour c'était le cas, au deuxième tour des élections législatives c'était même pire puisque les gens ont reçu leur enveloppe après les élections ou le jour même des élections. Donc tout ça, bien sûr, on l'a dans notre recours, ça a été non seulement argumenté, mais ce qu'on appelle documenté. C'est que nous avons fourni au Conseil constitutionnel toutes les preuves de ce que nous avons avancé. Donc, ce n'est pas un recours, je veux dire, flou ou fantasque ou quoi que ce soit. Hein. C'est un recours qui est documenté. Il y a plusieurs centaines de pages de documentation de nos recours. Donc, vous voyez que c'est quand même très sérieux. Alors, nous, ce qu'on regrette dans tout ça, c'est pas que, je veux dire, le bien fondé du vote Internet, on le comprend, mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que le vote, si on considère que le vote par Internet est un vote comme le vote à l'urne ou comme le vote par correspondance, bon, à améliorer, il est clair, nous, ce qu'on demande, c'est que le vote par Internet soit traité en interne par l'administration française et ne soit pas sous-traité. Parce que ce qu'on a découvert également, c'est qu'à chaque élection, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai du mal à m'y faire avec l'Europe, doit faire un appel d'offres. À l'issue de cet appel d'offres, il y a donc un sous-traitant qui est désigné, mais à chaque élection, il y a un appel d'offres. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la certitude à chaque fois d'avoir le même sous-traitant. Ce qui fait que
en plus, il y a un problème de courbe d'expérience, puisque en fait, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que si on gardait au moins le même sous-traitant, eh bien, les erreurs qu'il a faites à un moment, à une élection, ils ne les reproduisent pas à l'élection d'après. Or là, c'est pas le cas, puisqu'à chaque fois, on repart à zéro avec un nouveau sous-traitant. C'est la raison pour laquelle nous, on dit qu'il faut se pencher, que le ministère, le gouvernement français se penche sérieusement sur les solutions techniques du vote par Internet. Et c'est pour ça que vous avez vu que j'ai fait un communiqué de presse il y a peu de temps, en début de semaine, et que j'explique dans ce communiqué de presse que j'ai envoyé un email expliquant tout cela à tous les présidents, vice-présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et tous les présidents, vice-présidents de la Commission des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale, de façon à ce que même si notre recours, pour une raison, je veux dire politique, est à un moment rejeté, que les législateurs prennent bien conscience de l'amplitude des problèmes qu'on a pu avoir. Et Alors, ces problèmes, voilà, concernent tous les Français de l'étranger. je vous coupe pour justement compléter votre intervention, parce que donc vous avez fait une demande le 13 novembre 2022 pour déposer une demande donc écrite aux commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc Oui. vous venez de l'expliquer très brillamment. Mais le 1er novembre, vous avez fait une demande, donc cette demande a été accompagnée d'un mémoire Oui. soumis au Conseil constitutionnel pour remettre en cause l'élection de Roland Lescure dans la première circonscription des Français de l'étranger. Alors, qui est Roland Lescure? Pour ceux, mes chers amis, que vous ne connaissez pas, c'est normal. Roland Lescure est actuellement ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie. C'est pas rien, mais il a été élu et c'est grâce à cette élection, avec tous les dysfonctionnements dont on vient de parler, donc d'où votre démarche de remettre en cause. C'est quoi votre objectif à court terme ou à long terme? Alors, ce que je voulais rajouter pour vos auditeurs également, ça c'est important, il faut savoir que d'après les calculs qu'on a faits et à partir d'éléments réels, donc sur les plateformes téléphoniques comme T-Mobile ou sur les plateformes Internet comme Yahoo, AOL, etc., on a pratiquement près de 30% d'électeurs qui n'ont pas pu voter. Ce qui est quand même important. Alors après, la répartition des électeurs, c'est toujours difficile à dire. Alors en fait, notre démarche, elle n'est pas forcément contre Roland Lescure en tant que candidat à l'élection législative. Vous savez que quand on fait un recours, vous ne pouvez faire le recours que sur la circonscription sur laquelle vous êtes présent. Donc le recours est toujours nominatif, donc c'est une personne qui le fait. Donc moi je n'ai pas fait mon recours en tant que j'ai fait mon recours en tant qu'Alain Ouelladj, voilà, ex-candidat Reconquête et habitant sur la première circonscription des Français de l'étranger. Alors ce qui se passe, c'est que mon recours, en réalité, si on prend par exemple un continent qui est proche, qui est l'Amérique du Sud, il y a eu les mêmes problèmes, peut-être même en pire sur l'Amérique du Sud, peut-être même en pire. Il y a des zones également sur l'Asie où il y a eu les mêmes problématiques. Alors même si en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le Conseil constitutionnel, ce qu'on souhaiterait, diligente une enquête auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé et qu'on n'ait pas, comme on a à chaque fois, des grands discours politiques qui masquent la réalité des choses. Vous le disiez tout à l'heure, moi je suis aussi un homme de terrain. J'ai eu l'occasion dans ma carrière professionnelle, dans des grands groupes, parce que je ne suis pas toujours un homme de PME, mais j'ai travaillé dans des grands groupes, de mettre en place des logiciels informatiques importants. Et je peux vous dire que là, et là je peux vous l'assurer, parce que moi, pour l'avoir fait de mon côté, en étant chef de projet sur des grands programmes informatiques pour des grands groupes, je peux vous assurer que là, rien n'a été mis en place pour que ça se passe correctement. Ou alors c'est que les gens qui étaient les gestionnaires de projet au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères n'avaient pas les compétences pour mettre en place ce projet. Les tests ont été trop réduits.
On n'a pas vérifié avec toutes les plateformes téléphoniques ou les plateformes Internet que ça fonctionnerait. On ne les a pas prévenus, certainement, parce que si Yahoo ou AOL, on les avait prévenus et on avait discuté avec avant, bien avant, en amont avec eux pour leur dire bah, attention, on a une élection, voilà, vous allez avoir telle quantité d'identifiants via SMS ou de mots de passe via Internet, enfin, ou peu importe. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Alors, quoi qu'en dise le président du bureau de vote électronique, je peux vous dire que ces 4 dysfonctionnements, de toute façon, ils ne peuvent pas les contester parce qu'ils sont gravés dans le marbre. Alors, ils vous diront oui, mais on a réagi derrière. OK, mais quand vous fermez un bureau de vote, ce qui a été le cas pour le bureau de vote électronique pendant plusieurs heures, je suis désolé, même si vous le réouvrez 3 heures après, il a été fermé pendant 3 heures et pendant 3 heures, les gens n'ont pas pu voter. Et donc, si les gens n'ont pas pu voter pendant 3 heures, ben, il y en a qui ne sont pas revenus voter après. Mhm, mhm. Tout Voilà. à fait. Donc, en fait, notre recours, il est plus sur le vote par Internet lui-même que sur l'élection de Roland Lescure ou d'autres députés. Mais ça remet quand même en cause l'intégralité du vote, puisque, comme vous disiez justement, 80% des votants sont passés par le vote par Internet. Oui, c'est bien sûr, c'est pour ça que j'ai souligné les pourcentages, vous avez bien fait. C'est Donc votre important. démarche, c'est C'est surtout de important. contester les résultats par Internet et par correspondance et Voilà. d'essayer que ça ne se renouvelle pas, quoi. Ah bah surtout que ça ne se renouvelle pas et surtout que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur en tirent les conséquences pour trouver la solution adéquate. Et moi, je dis que si on veut que le vote Internet soit pérenne, il faut absolument que ce soit l'administration française qui gère de A à Z le vote par Internet et qui recrute les personnes compétentes et créer une structure de vote par Internet. Parce que si à chaque fois qu'il y a une élection et qu'on y introduit le vote par Internet et qu'on doit à chaque fois refaire un appel d'offres, resous-traiter à une société tierce, etc., on n'en sortira jamais. C'est qu'à chaque fois, de nouvelles anomalies apparaîtront, voire les anomalies précédentes qu'on n'aura pas pu corriger. Alors, pour conclure cette entrevue, on va parler de l'actualité du parti Reconquête, donc, qui est quand même assez riche. Alors, il semble que d'après les sondages, Zemmour est augmenté de plusieurs points, donc il continue à progresser ou à revenir, parce que bon, je pense qu'on était d'accord lors de l'entrevue qu'il a été utilisé pour faire peur, comme Front National avait été dans les années 80 par Mitterrand. Macron a eu l'intelligence d'utiliser Zemmour aussi, voilà. C'est le jeu politique. Mais il y a quand même plusieurs affaires. J'aimerais avoir votre commentaire rapidement. Bon, l'affaire de l'Océan Viking et de ces 234 migrants. Vous avez aussi l'affaire, bien sûr, Lola, qui a été relayée un peu partout en France, qui est vraiment... en tout cas, c'est une affaire supplémentaire à les autres. On a vu à Nantes, par exemple. Enfin bon. Il y a aussi l'offensive islamique à l'école et le wokisme et l'islamisme, qui est donc l'école aussi. Donc là, on voit bien qu'il y a une action. Et puis, vous essayez aussi le parti Reconquête disons de prendre les parents, de les investir dans ce combat, et avec le réseau Parents Vigilants. Mais il y a aussi une lettre aux maires qui a été écrite par Zemmour, qui a été envoyée à tous les maires pour essayer disons, de sensibiliser. Alors, est-ce que vous pourriez faire deux, trois commentaires sur ces thèmes-là, parce Oui, que ça fait partie de l'actualité. oui, je vais vous faire 2, 3 commentaires. Alors déjà, parce qu'il est je veux dire, l'actualité la plus récente sur Ocean Viking, puisque en fait, je veux dire qu'on a quelque part donné le signal, je veux dire que à l'immigration clandestine, on va dire africaine, qu'elle pouvait venir en France. Donc ça, c'est une catastrophe. Quand on regarde les résultats. Il se trouve que ce matin, il a été annoncé que 60% de ces clandestins ont été libérés, sont donc dans la nature.
Alors, je crois qu'il y avait 44 mineurs, enfin entre guillemets, soi-disant mineurs, mais 26 sont partis d'eux-mêmes, des gens, des jeunes, je crois, originaires d'Érythrée, qui veulent soi-disant rejoindre la famille à tel ou tel endroit, mais il y a de grandes chances qu'on les retrouve à la porte de la Chapelle ou à la porte d'Aubervilliers ou porte de la Villette à Paris, et ça c'est vraiment dramatique. Alors est-ce qu'ils sont mineurs réellement ou pas mineurs réellement? De toute façon, ils sont encadrés par les ONG et les associations qui n'acceptent pas qu'il y ait les tests qui permettent de déterminer quel est leur âge exact. Donc comme ça, on reste dans le flou. Mais c'est vrai que là, le gouvernement français a donné un signal fort, je dirais, et catastrophique pour la France. Vous pouvez rentrer, puisque de toute façon, une fois que vous aurez mis un pied sur le territoire français, quoi qu'il arrive, vous pourrez y rester. Donc en fait, on s'est rendu compte là récemment que la police et la justice française n'avaient pas de moyens de traiter les dossiers, ce qui fait qu'il y a eu des recours qui ont été déposés, etc. Et je crois que quand on ne peut pas traiter un dossier pendant un certain nombre de jours, eh bien la personne est libre. Donc 60, je crois que c'est 64% de ces 234 ou 240 personnes sont en liberté maintenant. Voilà. Alors qu'une grande partie ne devait pas être accueilli comme exilé et devait repartir. Voilà. Donc ça, c'est une catastrophe. Je dirais que tout ce qui se passe en ce moment, alors que ce soit, je veux dire, le meurtre de la jeune fille Lola, qui est un drame pour ses parents et sa famille, que je peux comprendre. On a tous des enfants et on s'imagine ce qui pourrait nous arriver. En fait, je dirais que je vais reprendre le slogan qu'on a mis en place, qui est tout donne raison à Zemmour, parce qu'en fait, tout ce que Éric Zemmour et le Parti Reconquête ont dénoncé pendant la campagne présidentielle, et bien avant même, pendant la campagne législative et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tout nous laisse à croire, je dirais, nous donne raison sur la situation de la France et ce qui est en train de se passer. Et on ne sait pas. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'on a tout vu? Est-ce que ça ne va pas continuer? Et on est dans une situation, vous le disiez tout à l'heure, le wokisme à l'école, la rentrée de l'islamisme dans les écoles, avec des instituteurs ou des professeurs qui n'osent rien dire parce que, un, ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, et deux, ils mettent bien souvent leur vie en péril et donc, ils ne disent rien. Alors, avec Parents Vigilants, on a récolté pas mal d'informations venant de ces écoles, qui sont des informations qui bien souvent sont minimisées par le ministère de l'Éducation nationale, mais on comprend. Je dirais que je pense que la France a besoin d'un changement, d'un profond changement, sans quoi on va se retrouver dans une situation qui sera irréversible. Et je dirais que comment voulez-vous qu'on puisse accueillir en France ou même en Europe sur une population africaine qui va être d'environ 2 milliards de personnes? Comment voulez-vous qu'on en accueille ne serait-ce que 10%, 20%, 30%, voire plus? C'est impossible. Donc, il faut que... On va dire que Reconquête reprend disons, s'est approprié les thèses d'Albert de Camus, enfin Albert Camus, qui parle de remplacement. Je sais pas. Oui, alors bon, on ne parlait plus depuis un petit moment de grands remplacements, mais quelque part, quand on voit que le président Emmanuel Macron veut envoyer des migrants dans les villages français pour les repeupler, vous imaginez, vous comme moi qui venons de petites villes de Bretagne, vous imaginez si d'un seul coup on est envahi par des migrants qui sont des gens qui souvent ne parlent pas le français, qui sont d'une culture totalement différente de la nôtre. Alors tous ces petits villages paisibles qui déjà ces dernières années ont vu leur bureau de poste, leurs médecins, leurs pharmaciens disparaître, si en plus on les assomme avec une population migrante qui arrive du jour au lendemain, que vont-ils devenir? Que vont-ils devenir? C'était déjà l'exode dans ces villages, mais alors là, on va complètement tuer les villages français. On va tuer chaque village et chaque clocher.
puisqu'en fait, vous le savez comme moi, hein, la France est un pays quand même, euh, je veux dire, d'origine, enfin, qui s'est construit avec les judéo-chrétiens, avec la chrétienté, et que on ne peut pas balayer d'un revers de la main l'histoire de la France. Je crois que c'est une belle conclusion. Et d'ailleurs, on va Voilà. vous souhaiter bon courage pour la Merci suite et beaucoup. qu'on espère que vos démarches aboutiront parce que c'est dans Ouais. l'intérêt général, c'est pas Il y en seulement a, pour oui. Reconquête. C'est pas que mon intérêt, c'est l'intérêt des Françaises et des Français. Voilà. On l'aura compris, enfin j'espère. Mais mes auditeurs sont intelligents, donc oui, ils vont l'avoir compris dans ce sens-là. Mais il y aura sûrement d'autres interprétations, vous inquiétez pas. Voilà, ben, je rappelle, messieurs, dames, que nous étions avec Alain Saïd Ouelach, qui était donc qui est délégué de la Fédération des Français de l'étranger pour le parti Reconquête, qui compte 11 circonscriptions, donc on parle de près de 2 millions de personnes, 10 000 sur l'Amérique et le Canada et 1 500 sur les États-Unis. Les 1500 sont les adhérents Reconquête, hein. Adhérents sur la masse des 2 millions Et de sur la masse personnes des qui 2 sont millions de français. personnes. Voilà, voilà. Tout à fait. Bon. OK. Alors, n'hésitez pas à contacter la Fédération de Montréal si ça vous intéresse de vous investir ou éventuellement de connaître un peu leur programme. Voilà. Merci Alain et merci messieurs, dames. Merci pour votre attention et au plaisir d'avoir l'occasion de vous retrouver un jour prochain. Merci messieurs, dames et à une prochaine fois.